Le Maroc est une monarchie de droit divin. La dynastie alaouite règne sur le pays depuis le XVIIe siècle. On a l'impression que Mohamed VI essaye de marier modernité et tradition. Il se prend en photo, et il se prend en photo avec des selfies. Quand il rentre 2 jours après, il est traité comme une divinité. Personne ne peut s'en approcher sans lui embrasser la main, tout le monde doit se prosterner à des kilomètres. Le roi du Maroc a plusieurs visages. Mohamed VI, souverain progressiste ou monarque absolu. Tous les ans, devant le palais royal de Rabat, le rituel est immuable. Les dignitaires du royaume prêtent allégeance à leur souverain lors de la cérémonie de la Baïa. Quand le roi sort, tout le monde se prosterne. Et une foule immense sur une esplanade du palais royal, où les gens sont comme ça. Puis il y a le chambellan qui dit « Votre Seigneur, il est là !» Votre Seigneur, il vous dit Mais c'est incroyable. Et on est au XXIe siècle. Lorsque Mohamed VI monte sur le trône en 1999, il a 36 ans. Les gens avaient beaucoup d'espoir que Mohamed VI puisse changer les choses. Il a beaucoup investi au début de son règne sur l'image d'un roi ouvert, humble, modeste. Roi des pauvres, roi de la veuve et de l'orphelin, etc. Dans les faits, nous avons un entourage royal qui a réellement accaparé les joyaux de l'économie marocaine pour renforcer la fortune royale. Au Maroc, le pouvoir de Mohamed VI est immense et personne n'est autorisé à le remettre en cause. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous n'avez plus de presse réellement indépendante. Moi, personnellement, j'ai été obligé de quitter le pays parce que j'étais condamné à payer l'équivalent de 250 000 € dans un cas de diffamation. Et que s'est-il passé avec ces 2 journalistes français accusés en août 2015 d'avoir négocié 2 millions d'euros en échange de leur silence? J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché. Voilà. À un moment donné, oui, j'ai voulu l'argent. Et je l'assume pleinement. Voilà. Malgré les crises, le lien qui unit la France au roi du Maroc est indéfectible. Et au-delà des belles images, que sait-on vraiment de ce pays si stratégique pour tous les gouvernements français successifs, de droite comme de gauche? Le père de Mohamed VI est un monarque autoritaire et intraitable. Hassan II va enseigner le métier de roi à son fils aîné comme il dirige le royaume, au doigt et à l'œil. Dans l'ombre de cette figure omniprésente, le prince héritier peine à trouver sa place. Son enfance atypique est rythmée par les voyages et les cérémonies officielles. Grandir sous l'ombre de Hassan II n'est pas facile. Hassan II, c'est une personnalité écrasante et volumineuse à tout point de vue.
qui laisse pas beaucoup de marge aux gens. Et en plus de cela, avoir été identifié très tôt par son père comme son successeur, le plaçait dans une position très difficile. Sidi Mohamed, prince héritier du Maroc, encore un enfant. Il a suivi son père pendant son voyage officiel en France. Jamais il ne l'a quitté, quelle que soit l'heure ou le lieu. Monseigneur, voulez-vous commencer? Le meunier, son fils est là. Le prince héritier grandit au Collège Royal, une institution totalement fermée au sein du palais royal de Rabat. De 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âme un certain jour de foire. Au Collège Royal, il côtoie des enfants sélectionnés parmi les plus brillants du royaume. Sankholo, c'est la littérature anté-islamique. Le quotidien du futur roi du Maroc, des cours de 7 h du matin jusqu'à 20 h. Vous parlez plusieurs langues? Oui, l'arabe, le français, un peu l'anglais, à peine. On a commencé cette année, puis l'espagnol. Le prince héritier fait 6 heures de sport par semaine, avec des cours d'équitation sur les purs sangs du haras royal. Parfois, il redevient un enfant. Mais pas longtemps. Impossible d'oublier son destin de roi. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas prince héritier, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais aimé être pilote. Pilote de voiture? Non, d'avion. D'avion. Le Maroc n'est pas une colonie française comme les autres. À son indépendance en 1956, cet ancien protectorat n'a pas souhaité de rupture brutale avec notre pays. Mais le Maroc de Hassan II est pauvre. La monarchie doit faire face à de nombreuses oppositions. L'extrême gauche d'abord, incarnée par le socialiste Mehdi Ben Barka, figure radicale du mouvement tiers-mondiste au Maroc, très virulent contre la monarchie. En octobre 1965, Mehdi Ben Barka est enlevé alors qu'il déjeune dans une brasserie du boulevard Saint-Germain à Paris. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais l'ombre du régime de Hassan II plane sur cet enlèvement mystérieux. Une fois qu'on a à la fois réglé son compte à Ben Barka et contenu la poussée du Parti socialiste marocain, il a fallu faire face aux tentatives de putsch des militaires marocains. En 1971, le jour de son 42e anniversaire, Hassan II échappe à une fusillade organisée par une dizaine d'officiers rebelles. Et en 1972, son avion est attaqué en plein ciel par des avions de sa propre armée, alors qu'il rentre d'un séjour à Paris. C'est un miracle, le roi s'en tire sans une égratignure. Hassan II va durcir son régime. C'est le début des années de plomb. Pour les officiers putschistes, le roi crée la prison secrète de Tazmamart, dans les montagnes de l'Atlas, au sud-est du Maroc. À Tazmamart, dont voici les seules images jamais filmées, les conditions de détention sont très dures. L'armée marocaine torture à Tazmamart. Mais la communauté internationale détourne le regard. La brutalité du régime de Hassan II demeure très longtemps secrète. Jusqu'en 1990. L'écrivain français Gilles Perrault sort un livre intitulé « Notre ami le roi ». La réalité que je décrivais était tellement éloignée de l'image d'Épinal qu'on donnait du Maroc. C'était tout à coup un royaume épouvantable, avec des mœurs médiévales, enfin, et encore, c'est injurier le Moyen-Âge que de dire ça. C'était tellement éloigné que les gens ont été saisis. Et je me souviens même des journalistes qui m'interviewaient, me disaient « Mais est-ce que vous n'avez pas un peu forcé la dose ? Tazmamart, c'est pas possible quand même. » Bah, si. Et vous aviez au même moment
Hassan II qui disait c'est de la pure imagination, c'est de la pure imagination. Tasma Mars n'a jamais existé. Vous avez bien parmi vos téléspectateurs des sémiologues. Je n'ai pas la tête d'un bonhomme qui torture à longueur de journée, qui trouve le moyen de dormir, de bien faire son travail, de rire, de sourire, d'embrasser ses enfants et d'avoir le culot par-dessus le marché d'aller serrer les mains de chef d'État. Alors là, non. Derrière le sourire de façade, Hassan II est furieux. À cause de ce livre, le roi du Maroc menace de rompre les relations diplomatiques avec la France. Je vous rappelle en quelques mots qu'il y a refroidissement, le terme n'est pas trop fort, dans les relations franco-marocaines, à la suite de la publication du livre de Gilles Perrault, intitulé « Notre ami le roi ». Les intérêts français au Maroc sont très nombreux. Le tourisme, les grandes entreprises, le commerce entre les deux pays ont systématiquement poussé la classe politique française à fermer les yeux sur les excès d'un régime autoritaire. L'entourage du président Mitterrand s'inquiète pour les intérêts français au Maroc. Les politiques n'ont pas aimé la sortie de mon livre. J'ai été taxé d'irresponsabilité. On m'a dit « Vous faites bon marché des 25 000 Français qui travaillent au Maroc. Pour une croisade pour les droits de l'homme, en faveur des droits de l'homme, vous flanquez en l'air des choses importantes du point de vue économique, du point de vue politique. » Peu à peu, la crise va s'apaiser. Car en France, la classe politique veut préserver cette relation privilégiée avec son ami le roi. En 1990, le prince héritier, futur Mohamed VI, a 27 ans. Son père est de plus en plus autoritaire avec lui. Il l'aurait même privé d'argent. Dès qu'il en a la possibilité, le prince héritier fuit le palais. Il parcourt le monde entouré par quelques amis. Comme lui, la plupart sont issus du Collège royal. Hassan II trouve cette vie trop dilettante. Alors, pour suivre tous les faits et gestes de son propre fils, il confie une mission particulière à son homme de confiance, le ministre de l'Intérieur, Driss Basri. Basri connaissait tous les petits dérapages ou les gros dérapages qu'un prince héritier peut commettre. Je crois que c'était insupportable d'être sans arrêt sous le regard, sous la coupe du ministre de l'Intérieur, enfin, qui était l'homme à tout faire, et notamment des basses œuvres de Hassan II. En juillet 1999, Hassan II disparaît après 38 ans de règne, à l'âge de 70 ans. Un deuil national de 40 jours est décrété. Une page se tourne au royaume du Maroc. Lorsqu'il monte sur le trône, Mohamed VI ne sait pas vraiment comment il veut régner. Mais dans la rue, les scènes de liesse succèdent à la tristesse. Elles attestent du changement souhaité par la population. C'est ce que veut expliquer Moulay Hicham à son cousin, le jeune roi du Maroc. Il sollicite un entretien. Le roi est mort, alors vive le nouveau roi et vive les réformes. J'ai dit tout simplement qu'il ne fallait pas interpréter toute la liesse comme un mandat en blanc, qu'il y avait derrière tout cela une attente, qu'il y avait une démonstration de solidarité, d'attachement, mais que derrière cet attachement, il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance et beaucoup d'aspiration. Ça a duré une petite demi-heure. Il a écouté attentivement, avec respect et courtoisie, et j'ai pris mon chemin. Hassan II ne faisait pas vraiment confiance à son fils. C'est peut-être pour cette raison qu'avant de mourir, il demande à son ami le président français Jacques Chirac de garder un œil sur lui. En mars 2000, c'est d'ailleurs à Paris que le jeune souverain fait sa première visite officielle à l'étranger. Pendant les premières années, il le briefait, il l'invitait souvent à Paris, etc. Et ça finit tout ça par agacer le roi, qui s'est plaint d'ailleurs à droite à gauche. Bon, il était assez grand pour se gérer tout seul. Monsieur le Président, Monsieur le Président, voilà. Majesté. Parfait. Majesté. Son Altesse, merci.
Ça devenait peut-être aussi un peu pesant pour le jeune roi, qui avait envie de prendre son envol et de se débarrasser de cette tutelle un peu pesante. Et il a pris vraiment ses distances. Le roi s'affirme. Pour imprimer sa marque, il prend une décision emblématique. Dans son collimateur, Driss Basri, le ministre de l'Intérieur de son père, celui qui pendant des années l'avait espionné. Militant des droits de l'homme au Maroc, Fouad Abdelmoumni a connu la prison pendant 5 ans sous le régime de Hassan II. Le ministre de l'Intérieur, qui était l'exécutant des basses œuvres du père, était réputé ne pas aimer Mohamed VI, ne pas considérer qu'il avait la carrure d'un roi. Mohamed VI congédie Driss Basri du jour au lendemain. Ça a été extrêmement payant en termes d'image, puisque on associait la répression et les années de plomb à Driss Basri comme l'exécuteur, et donc c'était donner des gages d'engagement pour la démocratie et les droits humains. Le jeune roi incarne d'abord l'ouverture. D'emblée, il construit son image de souverain moderne, bien dans son époque. Pour communiquer, il se sert d'abord d'une arme efficace auprès du peuple marocain, sa femme, Lalla Salma. C'est une première au Maroc, l'épouse du roi devient un personnage public. Elle apparaît partout dans la presse. Au palais royal, les conseillers façonnent l'image d'un roi proche du peuple. Ils inventent une formule, le roi des pauvres. Mohamed VI ne fait pas uniquement de la communication. Il engage aussi son pays sur la voie de la réforme. Le roi s'attaque au code de la famille. Sur le statut des femmes, la loi change. En 2004, les Marocaines obtiennent de nouveaux droits. Une révolution pour un pays très conservateur. Cette réforme, elle était très attendue. Elle donnait, par exemple, pour le divorce, pour la garde des enfants, enfin pour le statut en général de la femme marocaine. Il y a plein de choses qui ont facilité vraiment la vie des Marocaines. Mohamed VI fait bouger les lignes. En 2004, il crée l'instance Équité et Réconciliation. C'est une reconnaissance pour les victimes de torture et les familles de disparus sous le régime de son père, répressif et violent envers ses opposants politiques. 16 000 dossiers vont être instruits publiquement par cette commission. Spécialiste du Maroc, Ignace Dal est l'un des premiers à rencontrer les anciens prisonniers enfermés dans les bagnes de Hassan II. Le roi a créé cette instance Équité et Réconciliation pour satisfaire le souhait de très nombreux Marocains de tourner la page des années de plomb, qui avait quand même concerné des dizaines de milliers de personnes, des milliers de disparus, des milliers de morts, des milliers d'anciens détenus politiques qui avaient souffert profondément dans leur chair, et souvent des familles qui avaient perdu des proches, etc. Il y a eu d'ailleurs des sommes considérables qui ont été débloquées pour indemniser toutes ces familles, et notamment les anciens prisonniers de Tazmamart. Plus rapidement, Mohamed VI va changer toutes les têtes du régime. Ses nouveaux conseillers sont des amis de jeunesse. Comme lui, beaucoup sont issus du Collège royal. Fouad Ali El Imma, par exemple. Ami intime du roi, très influent, il devient le nouveau visage sécuritaire du royaume. Le deuxième homme qui compte désormais au Maroc, c'est Mounir Majidi. Officiellement, c'est d'abord le secrétaire particulier du nouveau monarque. Mais à partir de 2002, Mounir Majidi devient le grand argentier de Mohamed VI. Il tient les rênes de la holding royale. La holding royale est une société financière qui appartient à la famille du roi. Elle détient des participations dans de nombreuses grandes entreprises de l'économie marocaine, dans tous les secteurs stratégiques du pays. L'agroalimentaire, les mines, la grande distribution, les assurances et même la télévision.
Mohamed VI hérite de la holding royale de son père, Hassan II, qui ne s'en occupait pas vraiment, trop absorbé à combattre ses opposants politiques et à consolider sa stature d'homme d'État. Mohamed VI, lui, va rapidement montrer son appétit pour les affaires. Mohamed VI n'a pas été façonné par l'obligation de survivre. Il avait donc le loisir de s'intéresser à d'autres problématiques, celles de l'économie au niveau national, et il avait plus le loisir de développer, de fructifier son patrimoine personnel. Lorsqu'il hérite de la holding royale, Mohamed VI veut augmenter les bénéfices. Ces hommes vont rendre les entreprises beaucoup plus rentables. Pour cela, ils vont moderniser l'économie du Maroc et la sortir de l'ère du petit commerce qui règne encore dans le pays. Le souverain lance des grands chantiers. Il dote le royaume de nombreuses infrastructures, comme le port de Tangemed construit entre 2004 et 2007, qui est devenu aujourd'hui pour le fret l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Les entreprises royales sont impliquées dans la plupart de ces nouveaux chantiers. Karim Tazi possède une entreprise textile de 1200 salariés. Il a vu grandir l'emprise de la holding royale sur l'économie marocaine. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois qu'au départ, il y avait vraiment la conviction, peut-être l'illusion, que le développement des holdings royales pouvait servir de locomotive à l'économie nationale. Malheureusement, là où la bonne intention est devenue infernale, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu ce qu'on considère au Maroc comme étant une dérive affairiste. Et les affaires royales ont commencé à dominer d'une façon qui a inspiré des craintes. La holding royale investit dans le tourisme, la construction, la téléphonie mobile. Et surtout, elle donne naissance à un mastodonte bancaire qui va rapidement devenir l'une des plus puissantes banques du continent africain. À la fin des années 2000, les sujets de Sa Majesté sont devenus ses clients. Du matin au soir, ils consomment les produits royaux. Le sucre que vous mettez dans votre café, c'est le roi, c'est la Cosumar. Le lait que vous mettez dans votre café, c'est Centrale Laitière, où le roi était associé d'ailleurs à Danone. La voiture que vous prenez, vous l'avez probablement achetée à Autol, qui appartient à la famille royale. Vous avez financé votre voiture en prenant un prêt à Tijeri Wafa Bank. Vous l'avez assurée en prenant un prêt à Tijeri Wafa Assurance, etc. Donc vous pouvez vivre pratiquement en consommant des produits qui sont vendus par des entreprises du roi. Il y a un conflit d'intérêts qui est patent et manifeste. Quand on est le roi et qu'on possède autant d'intérêts économiques et qu'on pèse aussi lourd économiquement, il ne peut pas ne pas y avoir une très grande tentation d'utiliser les leviers du pouvoir pour favoriser ses affaires. Comme dans l'agriculture, l'entreprise royale est le premier producteur et le premier exportateur du pays. Est-ce un hasard si au Maroc, le secteur agricole est totalement exonéré d'impôts? Najib Akesbi est un membre historique du Parti socialiste marocain. Lorsque vous exonérez le secteur, alors que chacun sait que, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un acteur majeur dans le secteur. Il est évident que vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser que d'abord, vous exonérez vos propres affaires. Il y a un problème. Autre exemple dans la téléphonie mobile. Au Maroc, deux opérateurs se sont très longtemps partagé le marché. Mais en 2009, la holding royale décide d'en créer un troisième. Là où l'actionnariat royal peut se révéler décisif, c'est quand, par exemple, il faut obtenir une licence de téléphonie. On sait très bien qu'une licence de GSM, c'est très difficile à obtenir et il est fort peu probable qu'elle aurait été accordée à un troisième entrant africain ou italien ou chinois. Très peu probable. Par contre, son attribution à la filiale d'un holding royal s'est faite sans trop de problème. Parallèlement au vent de réforme qui souffle sur le royaume, Mohamed VI accepte l'essor d'une presse libre et indépendante.
Toute une génération de journalistes marocains sans concession s'engouffre dans ce nouvel espace de liberté. Avec des unes accrocheuses et des enquêtes fouillées, notamment consacrées au roi et à ses affaires. Mohamed VI va progressivement s'agacer. En ce qui concerne la liberté d'expression, il va faire machine arrière et finalement chausser les bottes de son père. Parce qu'il n'a pas eu le choix, Ahmed Benchemsi vit aujourd'hui exilé aux États-Unis. Il dirigeait 2 hebdomadaires importants au Maroc. Le harcèlement a commencé graduellement à partir de 2002-2003 et puis c'est allé crescendo jusqu'en 2009-2010 où là c'était absolument plus possible de faire du journalisme indépendant de la manière dont on le faisait avant. C'est-à-dire alors quoi? C'est quoi le journalisme indépendant au Maroc? C'est par exemple des enquêtes, des investigations qui donnent un tas de détails sur la fortune du roi. Des éditoriaux audacieux sur le conflit d'intérêts, sur le mélange des genres. J'ai écrit des choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui je pense que ce serait plus possible. Plusieurs journalistes ont dû prendre le chemin de l'exil. Aboubakr Djamaï était un patron de presse reconnu pour son indépendance. Le régime a finalement eu la peau du journal qu'il dirigeait. Ils nous ont attaqués sur le plan institutionnel en attaquant le modèle économique, en donnant des ordres et des instructions aux annonceurs de ne plus travailler avec nous, de ne plus passer leur pub chez nous, en préfabriquant des cas de diffamation où effectivement on se faisait condamner à des sommes vertigineuses. C'est comme ça, moi personnellement, j'ai été obligé de quitter le pays, parce que j'ai été condamné à payer l'équivalent de 250 000 € dans un cas de diffamation, et que je ne pouvais pas payer, et qu'ils sont venus saisir mes biens, enfin ils sont venus saisir mes meubles chez moi. Donc j'étais obligé de quitter le pays parce que j'avais plus de quoi nourrir mes enfants. J'ai subi un tas de procès iniques avec des amendes totalement surdimensionnées. C'est arrivé plusieurs fois que la police boucle l'imprimerie, envahisse l'imprimerie et détruise des exemplaires par dizaines de milliers. Et moi, il y a eu 17 personnes qui ont pris d'assaut ma terrasse, je les ai filmées. Parmi les personnes présentes sur la terrasse du journaliste ce jour-là, l'équivalent marocain du préfet de région, ici, en train de le filmer. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, sur une terrasse d'un particulier? Mais ça, c'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire, voilà, on te surveille, voilà, et tu as des cas intérêts, des cas faire gaffe. Notre travail de journaliste et de journalistes politiques, c'est d'abord de demander des comptes à ceux qui ont le pouvoir. Alors évidemment, au Maroc, vous pouvez critiquer le Premier ministre quand vous voulez, parce que ce n'est pas eux qui ont véritablement le pouvoir. Ceux qui ont véritablement le pouvoir, c'est, in fine, c'est le roi et ceux qui l'entourent. Alors amusez-vous à aller les critiquer. Depuis presque 10 ans, Ali Lamrabet a quitté le Maroc pour Barcelone, en Espagne. La différence entre Hassan II et Mohamed VI, c'est que Mohamed VI, il fait les choses à la manière du XXIe siècle. Hassan II, il le faisait à la manière du XXe siècle, ça veut dire brutal, ça veut dire des assassinats, des morts. Et ben Mohamed VI, c'est plus transparent, ça veut dire, au lieu de te séquestrer, et ben moi, je vais ordonner à mes tribunaux de te condamner à ne pas exercer, comme dans mon cas, pendant 10 ans, la profession de journalisme. Pour le Maroc, c'est tout à fait légal. C'est un tribunal qui m'a interdit d'exercer la profession de journaliste de 2005 à 2015. Au Maroc, sur le sujet du roi et de son entourage, indépendance et journalistes sont incompatibles. Et les journalistes étrangers qui enquêtent sur les mœurs du royaume ne sont pas non plus les bienvenus. Pour tenter de faire avorter les publications jugées trop critiques, tous les coups sont permis. En 1990, Gilles Perrault achève l'écriture de son livre Coup de poing, Notre ami le roi, sur les dérives du régime de Hassan II, le père de Mohamed VI. Juste avant la sortie de l'ouvrage, Hassan II prend l'initiative. Il a envoyé à Paris son ministre de l'Intérieur, Bassery, qui est allé voir notre ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque Pierre Jox, et il lui a dit « Nous sommes informés qu'un livre va paraître qui va nuire énormément aux bonnes relations entre le Maroc et la France. Il ne faut pas que ce livre paraisse, ce serait très dommageable, mais bien entendu, nous sommes prêts à indemniser et l'éditeur
et l'auteur. Alors Pierre Jox a dit Gallimard, c'est l'éditeur, c'est pilier de l'édition française, ça m'étonnerait que ça marche. Quant à Perrault, je le connais, il a très mauvais caractère, je vous conseille de ne pas aller le voir, ça se passera forcément mal. Tant et si bien que la tentative s'est arrêtée là, quoi. Gilles Perrault a refusé la proposition du régime de Rabat. À Paris, une autre histoire d'argent a fait couler beaucoup d'encre. Celle des journalistes français Éric Laurent et Catherine Graciet. En août 2015, alors qu'ils sont en train d'écrire un livre qu'ils annoncent choc et très critique sur la famille royale marocaine, les deux journalistes sont arrêtés dans les couloirs d'un hôtel de luxe à Paris. Ils viennent de signer cet accord financier avec un avocat de Sa Majesté le roi du Maroc. 2 millions d'euros contre l'arrêt définitif de toute enquête dans ce pays. Par ce texte, nous déclarons que nous n'écrirons plus rien sur le royaume du Maroc et nous nous exprimerons plus jamais publiquement sur ce pays. En contrepartie du versement de la somme de 2 millions d'euros. Nous confirmons avoir reçu à ce jour une avance de 80 000 euros. Les Marocains qui avaient alerté la police française ce jour-là accusent les journalistes d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc pour lui soutirer les 2 millions d'euros. Immédiatement mis en examen, Éric Laurent et Catherine Graciet affirment au contraire que le régime de Rabat est à l'initiative de la proposition financière pour acheter leur silence. Au bar de cet hôtel, les deux journalistes en tout cas ont cédé aux sirènes de l'argent et décrédibilisé tout leur travail. De toute façon, chantage, je pense, qui a pris l'initiative? Ça, la justice le dira, mais c'est secondaire. Ce qui est établi d'ores et déjà, c'est qu'ils ont accepté de se laisser acheter. Et c'est fini. C'est fini. Le mal est fait. Jusqu'à cet épisode, les deux journalistes étaient des spécialistes reconnus du Maroc. En 2012, leur précédent livre, Le roi prédateur, dénonçait la mainmise de Mohamed VI sur l'économie de son pays. Cette enquête à charge n'avait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire par le Royaume du Maroc. C'est pour cette raison que nous avons demandé à Catherine Graciet d'être consultante sur notre documentaire. Elle avait accepté notre proposition et nous avait ouvert son carnet d'adresses. Nous lui proposons une interview pour comprendre, elle, qui critiquait si durement le régime marocain. À un moment donné, oui, j'ai voulu l'argent. Et je l'assume. Et je l'assume pleinement. Voilà. Et j'ai aucun problème avec ça, à l'assumer. Vous vous dites pas, je suis journaliste, c'est ma vie, je suis en train de rayer d'un trait de plume 10 ans de carrière. Mais peut-être que j'en ai marre d'investiguer sur le Maroc. Peut-être que je ne crois plus à l'investigation sur le Maroc à ce moment-là. Peut-être que je me dis, on a fait le roi prédateur, on a pris des risques juridiques immenses. Mais qu'est-ce qui a changé? Je vois dans la presse, tous les jours, qu'il est encore plus prédateur, que ces sociétés gagnent encore plus de contrats, sont encore plus présentes. Catherine Graciet a perdu la foi. Elle dit être allée au rendez-vous avec l'avocat marocain simplement pour prendre la mesure de la proposition financière. L'espace d'un instant, à l'hôtel Raphaël, elle se voit riche. J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché, voilà, de façon humaine, parce que je me suis vue avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je ne pourrais gagner en beaucoup de temps, quoi. Voilà. Vous dites pas, c'est quand même malhonnête ce que je suis en train de faire, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace? Ah ben si, bien sûr, ah ben si, je me dis c'est minable, et ça l'est, c'est minable. Mais j'ai l'impression que je commets une faute déontologique, je me dis c'est vraiment pas bien, mais en fait je suis en train de négocier pour moi, hein, un accord privé. Pour emporter le morceau, l'avocat marocain propose même une avance en liquide. Il arrive avec deux enveloppes dans une sacoche. Et moi, il me fourre la mienne dans le sac.
Il me dit, il était stressé, il me dit « Votre sac, votre sac, votre sac ». Et je lui dis « Il est là ». Il me fait « Ah ». Puis il m'aide à la mettre dedans, quoi. Voilà, et puis Éric Laurent m'en prend son enveloppe comme ça à la main. Je trouvais bizarre, mais bon, il le prend à la main. Ça représente quoi, 40 000 euros? Une enveloppe A4, même pas remplie. Les deux journalistes ont pris l'argent, de façon purement égoïste, sans se préoccuper des conséquences de leur acte. Car le grand gagnant de cet épisode, c'est le régime marocain. Le régime dit, bah, vous voyez, ces Français qui viennent nous faire la leçon, ils touchent. On les achète avec une enveloppe pleine de billets, petite coupure. C'est misérable, c'est-à-dire que la parole française, du journalisme français est dévaluée. Elle est dévaluée. Nous perdons toute crédibilité pour un temps. Depuis qu'il règne sur le pays, Mohamed VI, le progressiste, s'est transformé en monarque autoritaire assumé. Le roi du Maroc est le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, comme hier sous Hassan II, l'armée demeure le principal pilier du régime. L'armée au Maroc coûte, d'après les estimations de la CIA, 5,1% du PIB. 5,1% du PIB, lorsque la moyenne mondiale est de 1,9%. Ça veut dire que nous avons un système Maroc dans lequel l'armée coûte 3,2 points de PIB de plus que ce qu'elle aurait coûté dans un pays normal. Les liens étroits entre l'armée et le palais datent du début des années 70, au moment où Hassan II survit aux 2 coups d'État militaires. Les 2 tentatives de putsch ont échoué. Mais comme Hassan II n'a plus confiance en ses généraux, il va leur faire une proposition. Suite à ces 2 coups d'État, le roi avait réuni l'essentiel de ses officiers. Il leur a explicitement dit « Faites de l'argent et oubliez la politique ». Le deal entre le roi Hassan II et ses généraux était simple. Enrichissez-vous et foutez-moi la paix. Ce pacte de corruption en bonne et due forme pour protéger la monarchie va générer de nombreuses dérives. Mohamed VI se veut roi réformateur, mais dans l'armée, il ne va rien faire pour changer les choses. L'histoire de Mustapha Hadib, un ancien officier de l'armée de l'air marocaine, est emblématique. En 1999, le capitaine Hadib découvre qu'au sein de sa base militaire, dans le désert du Sahara, l'un des hauts gradés détourne du carburant au vu et au su de tout le monde. Ce carburant-là, il le revendait à des stations-service lambda. Un camion citerne, ça fait 5 000 €. On pouvait en vendre un tous les jours. Donc, ce n'est pas énormément d'argent, mais pour un petit site dont le Maroc a des milliers, ce n'est pas des dizaines ou des centaines, c'est des milliers de sites comme celui-là. Donc, 5 000 € par jour. Je parle que du carburant. Ça atteint des millions d'euros par jour qui partent dans les poches de grands officiers de l'armée marocaine pour acheter leur silence, pour qu'ils puissent soutenir toujours le régime tel qu'il est. Mustapha Hadib prend sa plume. Il dénonce ce qu'il a vu. L'officier qui l'a mis en cause est immédiatement jeté en prison, puis traduit devant un tribunal militaire. Juste après, j'ai été puni moi-même pour participation au détournement de carburant. J'ai eu 45 jours d'arrêt. C'est le roi, par lui-même, par sa propre main, Mohamed VI, qui a signé ce document. Les mutations abusives, sans fonction. Moi qui avais toujours de belles fonctions, de beaux bureaux, beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers sous ma responsabilité, beaucoup d'ingénieurs. Je passe de tout ça à rien, même pas une chaise, même pas un bureau. Dans l'armée marocaine aujourd'hui, la corruption a pris plusieurs visages. Certains hauts cadres n'ont plus aucune limite. Ils privatisent carrément les soldats de leur régiment pour leurs besoins personnels. Affecté au début des années 2000 dans une caserne de Casablanca, Abderrahim Mernissi était simple soldat dans l'armée de terre. Après une année passée dans l'armée, le chef de la caserne m'a affecté en tant que planton dans sa propre maison.
J'étais sous les ordres de sa femme. Elle me demandait de faire des tâches ménagères. Je m'occupais même de sa tortue. Je n'avais pas mon mot à dire. Je devais exécuter les ordres. Lorsque le soldat Mernissi refuse d'exécuter les ordres, il est emprisonné pendant 6 mois. Traduit devant un tribunal militaire, il est ensuite accusé de violence sur son supérieur, puis inculpé pour vol et trahison, avant d'être finalement exclu de l'armée. J'ai écrit au roi car les responsables militaires relèvent directement de son autorité. C'est écrit dans la Constitution. Le roi est le chef suprême des armées. Et si le roi prend une décision, personne ne peut la contester. Les jugements et les lois sont promulgués en son nom. En fait, sous l'autorité du roi, il n'y a que des exécutants. La monarchie marocaine doit son autorité et son pouvoir à la fidélité de ses généraux. Mais aujourd'hui, la corruption ne serait pas cantonnée aux seuls militaires. Elle aurait gangréné de nombreux autres corps de fonctionnaires. Aujourd'hui, au Maroc, la corruption, elle a été institutionnalisée. Ça veut dire que moralement, les gens n'ont plus cette éthique de dire que ça, il faut le faire ou ça, il ne faut pas le faire. L'un des exemples que connaissent toutes les familles marocaines, c'est que dans les écoles publiques marocaines, il est fréquent que les instituteurs et les professeurs exigent de leurs élèves de venir en cours supplémentaires payants à l'école même, le cours supplémentaire étant dispensé par le prof lui-même. Et il est connu que ceux qui sont récalcitrants à l'invitation de prendre des cours supplémentaires ont souvent des difficultés à obtenir des bonnes notes et à passer à la classe supérieure. C'est ce que j'appelle une forme de privatisation de l'éducation publique au Maroc. Je ne pense pas du tout qu'en haut lieu et qu'au palais, le roi soit ravi de cette situation. Mais le courage pour confronter tous ces lobbies a souvent manqué jusqu'ici. Manque de courage ou volonté de rester dans le statu quo. Car c'est vers les affaires que le roi et ses hommes sont entièrement tournés. Après avoir investi dans les nouveaux secteurs de la banque ou de la téléphonie mobile, ils vont rendre la holding royale encore plus rentable. Depuis l'époque de Hassan II, de nombreuses grandes entreprises françaises occupent des positions avantageuses sur le marché marocain. Au début du règne de Mohamed VI, le groupe Auchan, par exemple, est associé à la holding royale dans les chaînes d'hypermarchés Marjan et Assima. À la direction de Marjan et d'Assima, les Français et les Marocains ont exactement le même nombre de représentants, et donc le même pouvoir. Les hommes du roi vont changer cet accord. En mars 2006, la holding royale prend de façon arbitraire, contre l'avis d'Auchan, la majorité absolue à la direction de Marjan et Assima. La holding royale devient de fait l'unique décisionnaire. Alors en 2007, après avoir protesté en vain, le groupe Auchan prend la décision de quitter le Maroc. La holding royale rachète immédiatement toutes les parts des enseignes Marjan et Assima. La façon dont le coactionnaire marocain a obtenu gain de cause était un peu brutale, parce qu'on a un peu forcé le coactionnaire français à céder ses parts, et c'est ça qui a été mal vécu. Le risque que vous avez en vous associant à un partenaire qui peut agir hors la loi, hors la transparence, hors les règles, hors les conventions, c'est que vous n'avez jamais de certitude sur le lendemain. À l'époque, pour expliquer leur démarche, les hommes du roi affirment vouloir marocaniser l'économie de leur pays. Autrement dit, prendre leur destin en main. C'est ce que des proches du roi ont expliqué au banquier français Jean Perlevade. Avec sa banque, il a travaillé comme conseiller de la holding royale.
Il y avait une volonté de défense des intérêts marocains. Une fois de plus, les Français, comme beaucoup d'étrangers, ont tendance à se comporter comme en terrain conquis. C'était le cas d'Auchan? C'était en tout cas l'accusation qui était proférée à l'égard d'Auchan. Et j'ai pu vérifier, dans le cas de Danone, qu'on n'était pas très loin de cette situation. En 2006, Danone est associé à la holding royale dans l'entreprise marocaine Centrale Laitière. Les hommes du roi vont exiger d'obtenir la majorité, comme ils l'avaient fait auparavant avec Auchan. Je suis allé voir Franck Ribot à titre personnel parce que je le connaissais bien. Franck Ribot, patron de Danone. Patron de Danone, parce que j'avais aussi des relations amicales avec lui. Et je lui ai dit, Franck, ne cassez pas tout. Entrez en négociation. Entrez en négociation. Parce qu'il pensait, et il mettait un peu trop en évidence, trop souvent, que l'industrie laitière marocaine ne pouvait pas vivre sans Danone. Voilà. Comme les gens d'Auchan pensaient probablement que la grande distribution marocaine ne pouvait pas vivre sans Auchan. Les affaires de la holding royale sont florissantes. En 2009, le prestigieux magazine américain Forbes classe le roi du Maroc au 7e rang des monarques les plus riches de la planète, avec 2,5 milliards de dollars. Dans ce classement, Mohamed VI devance même l'émir du Qatar. La fortune du roi continue à augmenter. Mais ça, d'une certaine manière, je suis heureux que la SNI fasse de bonnes affaires. Si le roi en profite au passage, à mes yeux, peu importe. C'est pas ça l'important. Qu'est-ce qui est important? Le développement du Maroc. Mais le pays se développe-t-il autant que les finances de son souverain? Tandis que la fortune du roi a doublé en 5 ans, le Maroc pointe à la 126e place mondiale en termes de développement. Et plus de 20% de la population marocaine vit toujours en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2 $ par jour. Aujourd'hui, plus qu'hier, Mohamed VI mérite donc son titre autoproclamé de roi des pauvres. Le tiers de la population marocaine, le tiers, 10 millions de personnes sont analphabètes. Analphabètes, ça veut dire totalement qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Et vous trouvez que c'est bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut sortir des palmeraies, il faut sortir, je veux dire, des restaurants de luxe, il faut sortir des palaces et puis aller jeter qu'un coup d'œil. Rien qu'à Marrakech, dans la médina de Marrakech ou dans la région. Et puis vous allez voir un autre Maroc. Lorsqu'en 2011, les mouvements révolutionnaires éclatent en Tunisie et en Égypte, cet autre Maroc descend dans la rue pour lancer le printemps arabe marocain. Comme toute révolution, c'est des revendications sociales. Donc le droit à l'éducation, le droit à une justice équitable, fin de la corruption, fin de l'impunité. Le mouvement du 20 février qui mène la tentative révolutionnaire marocaine demande à la fois plus de démocratie et la fin de la corruption. Le mouvement du 20 février a dénoncé de manière générale les abus, les dérives du système, la collusion entre certains intérêts politiques et les intérêts économiques, l'affairisme de la classe politique. L'affairisme royal est au centre des revendications populaires. La holding royale, symbole de cette dérive affairiste, est représentée dans les manifestations par une pieuvre tentaculaire. Sur les banderoles, Mounir Majidi, le grand argentier du roi, est directement mis en cause. Mais alors qu'en Tunisie et en Égypte, les régimes s'effondrent et les dictateurs sont renversés, au Maroc, le roi va lâcher du lest. 3 semaines après le début des manifestations, Mohamed VI annonce habilement un changement de constitution. Il veut donner des gages.
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. Personne ne veut être considéré par l'histoire comme étant le dernier de sa lignée. C'est ce qui pousse les monarques à quand même ne pas aller trop loin dans l'ensemble des excès, qu'ils soient affairistes ou autoritaires. Et c'est ce qui fait, à mes yeux, la différence entre un Mohamed VI et un Ben Ali. Un Ben Ali savait très bien qu'il n'avait aucun espoir de transmettre la République tunisienne à son fils, et il était tout à fait normal, dans ce cas-là, qu'il s'en mette plein les poches d'une façon avide et d'une façon absolument choquante. En apparence, la nouvelle constitution amoindrit le pouvoir du souverain. Dans ce texte, la sacralité de la personne du roi a disparu. Mais le mot inviolabilité reste écrit noir sur blanc. La réforme n'est finalement qu'un effet d'annonce car le souverain conserve tous les pouvoirs. Une fois passée la vague révolutionnaire de février 2011, il apparaît donc au Maroc que rien ne change. En révisant la Constitution, il n'a fait qu'un leurre. La Constitution aujourd'hui, elle est plus dictatoriale que la Constitution qui la précède. Au Maroc, le représentant suprême de la nation, c'est le roi. C'est écrit explicitement dans la Constitution. C'est écrit aussi explicitement que l'arbitre suprême de la nation, c'est le roi aussi. Donc, à quoi ça sert la justice? À quoi ça sert le Conseil constitutionnel si l'arbitre suprême, hein, ça veut dire au-dessus de toute autre instance, c'est le roi. C'est explicite dans la Constitution. Du coup, c'est une Constitution que lui-même il a écrite. Il a choisi d'être partout. Eh ben, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Moulay Hicham, le cousin germain du roi, estime que la monarchie marocaine reste exposée à de nouvelles turbulences. Le régime croit que tout ceci est derrière maintenant, la vague est derrière. Peut-être cette vague est derrière, mais une autre vague viendra. Et quand on verra la nouvelle vague, forcément, elle aura sa genèse dans cette vague du 20 février. Côté affaires, le palais avait annoncé à grand renfort de communication un désengagement de la holding royale de l'économie marocaine. Mais en fait, les affaires royales ont été réorientées vers de nouveaux secteurs plus prometteurs, comme les énergies renouvelables, une activité subventionnée par la communauté internationale pour laquelle Nareva, l'entreprise royale, espère un bel avenir. En réalité, les bénéfices de la holding royale n'ont jamais cessé d'augmenter. Le chiffre d'affaires 2013 de la SNI était supérieur à 6 milliards d'euros, ce qui constitue, pour cette unique compagnie, 6,5% du PIB du Maroc. Et pour la SNI, la holding royale toute seule. Et encore, elle ne regroupe pas toutes les sociétés royales. Il y en a pas mal qui sont en dehors de la SNI. Bon, les chiffres qu'on connaît, c'est ceux de la SNI, et c'est déjà pas mal. C'est quand même plus de 6 milliards d'euros, ça fait 6,5% du PIB. Et la SNI, elle est contrôlée à 60% par le roi et sa famille. Mohamed VI peaufine son image de souverain moderne et tolérant. Mais que sait-on vraiment de l'état des libertés publiques dans le royaume? À Paris, pour de nombreux responsables politiques, le souverain est un partenaire historique et privilégié, comme l'était avant lui son père Hassan II. Il y a les enjeux économiques, les 55 000 Français qui travaillent au Maroc et les multiples entreprises installées dans le pays. Les pouvoirs français successifs ont toujours su préserver cette relation stratégique, quelles que soient les épreuves et les crises traversées au cours du temps. Oui, le passé nous unit. La France a confiance dans le Maroc. À Paris, le régime marocain compte de nombreux soutiens fidèles, comme le président de l'Institut du monde arabe, qui a consacré une grande exposition à la culture marocaine. Jack Lang accepte avec entrain de répondre à des questions sur son ami le roi du Maroc. C'est un monarque éclairé. C'est un roi du XXIe siècle. C'est un roi passionné d'art et de culture. C'est un roi
attentif. C'est un roi désireux de développer son pays. C'est un roi qui aime la France. Bon, voilà, il y a... je ne sais plus ce que vous vouliez me dire, au fond. Il est monarque, oui, c'est une monarchie. C'est une monarchie, c'est clair. Une monarchie. Lorsqu'en février 2015, François Hollande reçoit Mohamed VI à l'Élysée, la poignée de main est à peine cordiale. La relation France-Maroc vient de vivre l'une des pires crises de son histoire. Pendant une année entière, les chancelleries des deux pays ne se sont quasiment pas parlé. Celui par qui la brouille est arrivée, c'est Zakaria Moumni, un sportif marocain champion du monde de boxe thaïlandaise en 1999. Zakaria Moumni dérange au Maroc. Il a plusieurs fois dénoncé la corruption au sein de la fédération de boxe thaï. Il est devenu la bête noire du régime. Alors, lorsqu'il demande le poste de conseiller sportif auquel lui donne automatiquement droit son titre de champion du monde, Zakaria Moumni essuie une fin de non-recevoir des autorités marocaines. La situation va se dégrader jusqu'à devenir un conflit ouvert. Un jour de 2010, alors qu'il rentre au Maroc, il est interpellé par des policiers à l'aéroport de Rabat. Il va être séquestré dans un centre de détention. Ils ont commencé à me taper, à me tabasser, direct sur le visage, électrocuté. Après, on m'a mis par terre. Ils ont mis une barre en fer sous mes chevilles. Ils l'ont ligoté. Il y avait des bourreaux, deux bourreaux de chaque côté qui soulèvent. Les autres, ils me maintiennent sur le torse. Et les autres, ils me tapent avec des barres en fer fines et des câbles. Et ça a duré 4 jours. J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau. L'eau, et quand ils versaient de l'eau sur moi, c'est là où je chopais quelques gouttes pour boire. On me disait tout le temps sans arrêt que ici c'est l'abattoir de Sa Majesté, que ici on va te découper, on va faire de toi de la viande hachée et tu sortiras dans des boîtes de cancer. Et à ce moment-là, avec la rage, j'ai enlevé le bandeau sur mes yeux et là je vois en face de moi le directeur de la DGST marocaine, Abdellatif Hamouchi, qui était présent dans la salle. Il m'a vu, il est parti en courant, il a quitté la pièce. Ils ont commencé à me dire « T'as vu qui, t'as vu qui ?» J'ai dit « Je vais personne, j'ai vu personne. » Abdellatif Hamouchi, patron du renseignement marocain, est un homme estimé par le roi. À Rabat, il joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme islamique. Pour l'équilibre de son régime, Mohamed VI a besoin d'Abdellatif Hamouchi. En 2014, Zakaria Moumni va déposer une plainte contre Hamouchi. Mais il va déposer sa plainte en France. Il n'a pas confiance dans la justice de son pays. Pour assurer sa défense, Moumni n'a pas eu de mal à convaincre Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y a des certificats, des attestations qui montrent les troubles qui subsistent de cette période terrible des 4 jours qu'il a passé à Témara torturé. Donc moi je suis vraiment convaincu qu'il l'a été, et d'autant plus convaincu que ce n'est pas un cas unique, c'est une pratique qui demeure assez répandue au Maroc, même si elle est moins courante, moins violente, moins systématique qu'elle ne l'a été à l'époque d'Hassan II. C'est là-dessus d'ailleurs que joue beaucoup le Maroc pour dire « voyez, ça va mieux chez nous, on a fait des progrès ». Le parquet de Paris va accélérer la procédure. Et en février 2014, alors qu'Abdellatif Hamouchi se trouve en visite privée à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Paris, le juge d'instruction envoie des policiers lui remettre une convocation au tribunal. Choqué par le traitement réservé à son homme de confiance, le roi va créer un incident diplomatique et rompre la coopération judiciaire avec la France. Un juge entouré de policiers se rend à la résidence privée de l'ambassadeur. Il n'y avait aucune urgence. Et surtout, c'est au mépris des codes et règles diplomatiques. C'est une atteinte à la souveraineté même du pays. Et je comprends que nos amis marocains aient été blessés et offensés. Alors ensuite, il a fallu trouver une solution pour réparer. En février 2015, Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur en visite à Rabat, va faire un geste étonnant vers le régime. La France
avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hamouchi en 2011 en lui attribuant le titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes d'officier de la Légion d'honneur. La prudence la plus élémentaire, la décence, aurait quand même commandé de ne pas faire ce geste symbolique fort consistant à le promouvoir, puisqu'il était déjà chevalier, au grade d'officier de la Légion d'honneur, qui doit être réservé à des gens de préférence irréprochables. Abdellatif Hamouchi a toujours nié les faits reprochés par Zakaria Moumni. Dans son dernier rapport, Amnesty International dénonce 173 cas de torture au Maroc entre 2010 et 2014. Comme Zakaria Moumni, plusieurs autres victimes présumées ont déposé plainte en France. Les faits de torture dont on parle n'ont pas été aujourd'hui avérés. Ceux dont les plaintes dont on parle, les plaintes dont on parle. Elles sont en instruction. Mais pour vous? Mais pas pour moi, je n'ai pas été témoin. Écoutez, franchement, je suis juriste, je suis professeur de droit, je me fonde sur des faits. S'il y a des faits de torture, qu'ils soient réprimés, qu'ils soient condamnés, mais ne me demandez pas de me transformer en Sherlock Holmes, en enquêteur, en journaliste. Aujourd'hui encore plus qu'hier, pour lutter contre le terrorisme islamiste, la France a besoin du Maroc, d'Abdellatif Hamouchi et de ses puissants réseaux. Un renseignement émanant des services secrets marocains aurait par exemple mis les enquêteurs français sur la piste de l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le 20 novembre 2015, François Hollande remercie officiellement Sa Majesté Mohamed VI. Mais bien sûr qu'il y a le terrorisme, et bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, évidemment. Mais tout de même, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi au nom de cette lutte. La corruption qui règne au Maroc, ce spectacle de ces riches qui sont toujours plus riches, tandis que les pauvres sont toujours plus pauvres, mais c'est donner du grain à moudre aux islamistes, parce que ça dégoûte les gens. Au cours des 16 premières années de son règne, Mohamed VI a modernisé son pays. Mais il a aussi et surtout développé ses affaires et sa fortune personnelle. Elle est aujourd'hui estimée par le magazine américain Forbes à 5,7 milliards de dollars. Malgré la réforme constitutionnelle de 2011, la monarchie marocaine continue de cumuler tous les pouvoirs sans partage. Moi, mes convictions personnelles, c'est que je crois en une monarchie parlementaire. Je crois en une monarchie parlementaire parce que je crois que la seule manière où l'on peut marier hérédité et démocratie, c'est avec une monarchie parlementaire. Mais c'est une affaire de conviction. Il faut que le Maroc se démocratise et on n'a pas besoin d'enlever la monarchie pour qu'elle se démocratise. La monarchie a un poids historique et symbolique au Maroc qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'il faut le garder, ce symbole, parce que c'est un symbole fort qui unit les Marocains et je pense que c'est important de préserver ce symbole. Il ne faut pas que ce soit plus qu'un symbole. Je viens de lire Le chien de Baskerville et maintenant je lis La guerre des boutons. Monsieur le Président, voilà. Majesté. Parfait. Majesté.